messieurs, bonjour, peut-être bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans tout le cas, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Schéma Critique, l'RDC victime d'agression de la part du Rwanda. Ici, ce n'est plus question, c'est un secret pour personne, plusieurs rapports crédibles l'attestent, notamment le rapport des Nations Unies. Nous en parlons dans cette émission, mais comment mettre fin à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Toutes les options sont sur la table du gouvernement congolais. La diplomatie, l'option politique et l'option militaire, l'option communicationnelle et économique, toutes les options, je disais, sont sur la table du gouvernement congolais. Et pour en parler, comment est-ce qu'on peut juguler la crise à l'est de la RDC? On en parlait dans cette émission avec M. Henri Mutombo. Il est cadre de l'Union pour la Nation, Union sacrée de la Nation. Il est écrivain et chercheur en fiscalité, auteur de plusieurs ouvrages. On en parlait dans cette émission. Et pour en parler aussi, nous aurons M. Teddy Fouti, qui est polymathe, chercheur et écrivain, auteur également de plusieurs livres dans la RDC, dont Congo et Grégor du Monde, ou encore 6 autres ouvrages dont on va l'occasion de parler au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette émission Schéma Critique. Monsieur Mutombo, bonjour. Bonjour, monsieur Junior Owawa, et merci infiniment de cette énième invitation. Le Congo est en train de traverser des moments critiques. On est à la croisée de chemin de l'histoire de notre existence. Et il est tout à fait avantageux pour nous qui avons levé le doigt de pouvoir parler, sensibiliser, mobiliser et éclairer la lanterne de notre peuple. Voilà, on en revient. Monsieur Fouti, bonjour. Bonjour, monsieur Junior. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On commence par vous. La RDC, comme on est tenté de le dire à l'entame de l'émission, a pensé pouvoir juguler la crise de l'Est du pays, notamment par l'exploitation de l'option politique, les options politiques, diplomatiques, militaires, communicationnelles ou économiques. Aujourd'hui, on commence par les volets politiques de l'affaire. Ça fait quelques temps que le président Tshisekedi a fait son discours au cours duquel il a annoncé beaucoup plus. C'est un discours beaucoup d'engagement. Et parmi les options privilégiées par le chef de l'État, c'est l'unité de la classe politique, la mobilisation générale, sans exclure d'autres options. Mais aujourd'hui, il a reçu la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, et autour avec les évêques catholiques, il a parlé beaucoup de choses, mais au lendemain de sa rencontre avec les évêques, subitement, on voit les évêques qui vont rencontrer les acteurs politiques. Et il n'y a pas longtemps, l'équipe de la CENCO et de l'ECC a été voir Corneille Nangaa à Goma. D'emblée, qu'est-ce qui vous revient cette image quand vous voyez cette image? C'est ce qui était à peine croyable il y a quelques jours. En tant que journaliste, on a tous suivi ces dernières années les soubresauts de la classe politique congolaise et l'image de la CENCO et l'ECC, il faut le souligner, les deux, avec Corneille Nangaa nous rappelle les élections de 2018. Corneille Nangaa était encore à l'époque président de la CENI et à ce titre, il recevait souvent la CENCO qui était... Mais quand vous parlez, vous avez toujours la parole. Quand vous parlez de cela, est-ce que monsieur, j'aurais voulu avoir les commentaires de monsieur Mutombo. Henri, vous voyez ces images. Vous n'allez pas continuer à parler, monsieur Fitou. Vous voyez les images qu'on nous balance sur antenne. On voit Abbé Chollet, le secrétaire général de la CENCO. On voit de l'autre côté monsieur Bokundoa. Et quelque part, on voit Corneille Nangaa. Est-ce qu'on pouvait s'imaginer ces images il y a quelques jours? Vous savez, ces images sont d'une extrême gravité. Ces images traduisent la banalisation de l'assassinat, du meurtre et du carnage qu'a connu notre peuple, à Goma notamment. Vous savez, d'habitude, quand je parle avec beaucoup de vivacité, mais vous allez remarquer qu'à l'entame de cette émission, j'ai beaucoup d'émotions à cause effectivement de cette gravité que nous avons vue. Restons dans le contexte religieux, parce que
ceux qui sont allés rencontrer Nanga et les autres, ce sont des hommes d'église. Je me souviens, dans la parole, quand nous lisons, Jésus, quand il est allé dans le temple, il a trouvé des gens qui commerçaient dedans. Il avait renversé leur table et il avait fouetté. Comment voulez-vous que ceux qui disent être des serviteurs de Dieu, qui vont rencontrer... En tout cas, ils le sont parce qu'ils prêchent, ce sont les évêques. Ils ne se disent pas, mais ce sont les évêques et ce sont les pasteurs. Comment peut-on, ça c'est moi qui parle, souffrez que ça soit mes mots, j'ai toujours dit que les mots ont leur souveraineté, moi j'ai choisi de le dire comme ça. Comment voulez-vous accepter que ceux qui se disent être des serviteurs de Dieu allaient rencontrer des terroristes, des gens qui ajoutent sur les millions de morts que nous avons, plus de 3000 morts de leurs compatriotes, et on le reçoit en s'esclaffant, c'est-à-dire en s'éclatant de rire. On n'a pas vu l'attitude de deuil, parce que le Congo est en deuil. Ceux qui sont morts, il y a des catholiques dedans. Comment voulez-vous accepter cette attitude? Comment expliquez-vous de pouvoir reprocher à ce groupe-là qui prône justement la paix, il parle de la paix. Maintenant, on ne peut pas faire la paix sans rentrer dans les détails de la chose, sans creuser. Ça, c'est vouloir traiter une plaie de manière superficielle au lieu de creuser pour enlever la saleté. Nanga n'est qu'une marionnette, un pantin. Quelqu'un qui porte des oreillettes, qui reçoit des instructions, des injonctions de ses maîtres. Alors, ils sont dans le cadre de la recherche du dialogue. Donc, ça veut dire que mon frère qui est en face de moi, et nous tous ici, si nous voulons avoir lieu au chapitre, nous devons aller prendre des armes, tuer les Congolais. On va dénombrer 2000, 3000, 10 000 pour dire maintenant, voilà, nos morts sont là. Vous pouvez nous écouter maintenant pour que nous puissions vous dire nos revendications ou notre cahier des charges. Je me rappelle, c'était le Monseigneur l'abbé Cholet, reçu par votre collègue, M. Lusakweno, pendant la période de la campagne électorale. Ils avaient des exigences vis-à-vis de la CENI. Et il avait dit que s'ils ne sont pas écoutés et que les élections étaient organisées dans des conditions que eux jugeaient chaotiques, il y aurait une révolution où un courageux en profiterait pour pouvoir effectivement mettre le désordre dans le pays. Donc on a vu que ce courageux-là a été désigné aujourd'hui. Je me rappelle encore, toujours Senko, cardinal Ambongo, qui avait parlé de la frustration qui résulterait du mauvais partage de gâteaux. Donc, ils sont dans le respect, au fait, de leur ligne de conduite, parce que ce dialogue qu'ils veulent imposer au gouvernement congolais, c'est une machination. Si vous voulez, c'est un schéma tracé par eux depuis des années. Et donc, voilà, il ne manquait qu'une occasion pour que, effectivement, leur plan soit mis en place, soit exécuté. Donc, cette rencontre des Goma, c'est une banalisation du massacre de notre peuple, de nos frères et sœurs. C'est une banalisation, la légèreté de la lecture de ce qui se passe dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter que l'on encourage les gens qui prennent les armes pour pouvoir tuer les Congolais afin d'espérer d'accéder au pouvoir. Rappelons-nous que notre constitution prévoit que pour qu'on arrive à accéder au sommet de l'État, pour qu'on arrive à accéder à la magistrature suprême, il faut passer par les élections. Et c'est ce qui avait été dit à Sun City. Désormais, dans notre pays, on ne pourra plus jamais faire la guerre, prendre les armes pour déstabiliser la nation, déstabiliser les institutions légalement établies afin d'accéder au pouvoir. Donc, ici, nous avons affaire à des gens, entre guillemets, serviteurs de Dieu, qui ne puisent pas au plus profond de leurs âmes pour ressortir le bon sens et la rationalité pour pouvoir juger les choses. Donc, pour moi, permettez, monsieur le journaliste, pour moi, c'est une insulte à nos morts. Cette démarche entreprise par ces prêtres, c'est une insulte à nos morts et nous ne pouvons cautionner cette banalisation
du meurtre voilà, de nos compatriotes, comme je viens de le dire. La question a été posée par moi. Les commentaires sont libres, comme vous assumez vos propos. Mais en tout cas, je rappelle que Abbé Chollet est chapelain du pape, et il est évêque catholique, il est prêtre à l'église catholique. Et monsieur le pasteur Bokundoa, également, il est responsable de l'église du Christ au Congo. Alors, avant de donner la parole à monsieur Fouti, alors je veux que Abbé Chollet s'explique. Justement, il a donné en tout cas les explications à l'issue de sa rencontre avec Corneille Nangaa, et dans cette interview, il justifie sa présence avec tous ses collègues de l'église du Christ au Congo à Goma. C'est dans le cadre des consultations qu'ils ont entamées récemment que la délégation de la SENCO-ECC s'est rendue à la rencontre du président de l'AFC, Corneille Nangaa, à Goma, afin de trouver des solutions à la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la RDC. Les forces vives du pays ont un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. Le secrétaire général de la SENCO, Donatien Chollet, a également rapporté que plusieurs plaidoyers ont été présentés au cours des discussions, notamment l'appel à l'arrêt des hostilités dans la région de l'Est du pays. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Dans les jours à venir, la délégation de la SENCO-ECC a annoncé que plusieurs autres personnalités politiques pourraient être consultées afin de rendre leur démarche plus inclusive. Celle-ci vise à trouver une issue non militaire à la crise sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, en particulier. Sont les propos de Donatien Chollet, qui est chapelain du pape, il est secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, monsieur Fouti. Fitou plutôt, excusez-moi de massacrer plusieurs fois votre nom. Vous venez de suivre ces images, vous étiez en tête de commenter quand je vous ai arraché la parole. Est-ce que vous pensiez que c'était possible à un certain moment de pouvoir voir ces images, et Corneille Nangaa, sur le plan déjà de l'image qu'il veut donner, ancien chef de guerre, un chef de la guerre, parce qu'on a encore le contexte de guerre, Corneille Nangaa, avec les tenues militaires, finalement, aujourd'hui, il arbore encore de nouveau sa costume, il a coupé les barbes, et ça veut dire qu'il se considère déjà dans une autre étape, dans une autre dimension de cette guerre. Comment voyez-vous, sur le plan d'abord, vous êtes expert en communication, je veux que vous puissiez un peu décrypter le contexte, le cadre justement de l'émission de ce message. Il y a plusieurs éléments à tirer de cela. Je ne suis pas pour la démarche des prêtres, mais pas pour les mêmes raisons que M. Henry. Je pense que sur le plan politique, parce que c'était ça la première question qui a été posée, nous sommes en train de commettre une faute qui nous sera impardonnable. C'est d'instaurer un système que les Rwandais ont ramené dans ces pays, qui voudra qu'à intervalles réguliers, lorsque leurs intérêts seront mis en danger, de susciter des personnages publics connus ou pas, et qu'ils porteront au pouvoir. Et aussi sur les renouvellements de leur personnel, lorsqu'ils sont arrivés en 1997 à Kinshasa, les Rwandais ont ramené un certain nombre de personnages inconnus. Là, vous parlez de la guerre du FDL. Oui, mais c'est dans le même contexte pour comprendre maintenant le message politique qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, ces personnages-là ont commis tellement de situations dans ces pays qui ne sont plus en mesure de pouvoir être efficacement utiles au Rwanda. Donc, le Rwanda a un besoin crucial de renouveler son personnel politique en RDC. Et on peut citer quelques noms. Lorsque vous voyez des personnages comme Roubaix Roy
Moïse Nyarugabou et consorts, Bizima et tout, ils ne sont plus au devant de la scène. Bon, maintenant, vous n'allez pas dire que tout ce monde-là, ce sont des Congolais. Non, je ne suis pas en train de parler de la nationalité. Ouais. Je parle de l'acte politique porté par les Rwandais. Ce sont des personnages. Donc, vous voulez parler de la guerre, excusez-moi, vous voulez parler du fait que Robert Roy fut le chef du RCD, qui était une rébellion qui avait été soutenue. Non, pas que. Avant qu'il ne soit cela, il y a même ceux qui étaient avant. Moïse Nyarugabou, par exemple, n'est pas venu avec l'AFDEL. Il était déjà ici en tant que secrétaire général du gouvernement dans le gouvernement Kengo. Et c'est à ce titre qu'il a joué sa partition, notamment dans l'extraction des archives de la RDC vers le Rwanda. C'est assez documenté. Nous revenons sur les autres personnages. Non, parce que je ne... Les Robert Roy, qui était le directeur du cabinet de Bizima Kara aux affaires étrangères au moment de l'arrivée de l'AFDEL, et tout ça, je parlais le fait qu'il y a un renouvellement du personnel politique au service du Rwanda. Mais pour ce qui est des évêques avec Nanga, ça nous rappelle les élections de 2018, lorsque Nanga était alors président de la CENI. Et à ce titre, il a eu à beaucoup discuter, beaucoup travailler avec la SENCO comme avec l'ECC. Et on reste toujours sur le côté politique de la chose. L'éviction de la SENCO comme de l'ECC pour les remplacer par les 6 autres confessions religieuses portées par... qui ont porté, comment il s'appelle, Dodo Kamba et tout. Il y a des frustrations dans plusieurs paramètres, dans plusieurs domaines. Et tout cela concourt à ce que les uns comme les autres, pour des raisons avouées ou inavouées, cherchent à se repositionner. Que la SENCO aille à Goma, c'est un moyen de montrer qu'ils sont en capacité de pouvoir parler à Corneille Nanga dans un cadre strictement pastoral, comme ils le disent, mais qui a des connotations assez politiques. Parce qu'il y a des questions qui le sont posées. Comment les évêques sont-ils arrivés à Goma pendant que nous n'avons pas de relations avec le Rwanda, du moins officiellement, et qu'il n'y a pas de vols qui atterrissent à Goma? Certainement, ils sont passés par Kigali. Non, pas parce que la frontière entre la RDC et le Rwanda n'est pas encore fermée. Mais c'est eux qui contrôlent, c'est le Rwanda qui contrôle une fois maintenant. Que la ville de Goma est tombée, disons-le comme ça, et que c'est administré par des gens qui sont censés être contre le gouvernement de la République, ce que l'on sait, c'est que les évêques ont pu voir le président Tshisekedi avant de se rendre à Goma. C'est dire que ils ont... On ose croire, si ce n'est pas le cas, il faut quand même que ça soit clarifié. On ose croire qu'ils ont dit au président qu'ils allaient rencontrer Corneille Nanga en passant par Kigali. Ce qui n'est pas rien. Vous savez, il y a nous qui pouvons avoir une lecture assez objective des événements. Mais il y a aussi la population qui ne comprend pas forcément comment ce genre de choses se réalisent et qui... Par exemple, l'intervention de M. Henry a aussi emprunté cette voie pour dire que, entre les lignes, bien évidemment, que les prêtres ne seraient pas tout à fait loyaux vis-à-vis de la République. Alors, pour clarifier ces genres de choses, c'est mieux pour eux de communiquer. Alors, pour répondre à la partie que vous aviez mentionnée sur les images, la communication, que ce soit gestuelle ou vestimentaire, oui, Corneille Nanga connaît ce genre de choses pour avoir dirigé la CENI. Il sait qu'avant de prendre la ville de Goma, il était en treillis militaire pour montrer qu'il était un chef rebelle. Et aujourd'hui qu'il administre Goma, il veut se donner l'image d'un administratif, d'un politique qui a conquis un territoire et qui est maintenant en position de pouvoir négocier. Il se donne quand même aussi les luxes. Il a nommé même un gouverneur. Et c'est dire pour lui, il est un mini-chef d'État dans son coin. Ce genre de comédie ne peut se passer qu'en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'on a eu un passé où des comédies pareilles, par exemple l'érection d'un territoire comme Minembwe, c'est documenter tout ce que nous disons. C'est un territoire qui est connu, qui a été créé. Je dis bien créé, il n'y a pas que Minembwe. Il y a Minembwe et Bunyakiri qui ont été créés par les RCD.
Les RCD en tant que rébellion... Non, les RCD ne peut pas créer un territoire parce que les territoires sont créés par l'État congolais. Les RCD n'est pas... Ce que je suis en train de... pas la RDC. Ce que je suis en train de vous dire, je vous dis, c'est documenté. Ouais. Donc, en tant que journaliste, je ne peux pas, et chercheur en plus, énoncer des choses qui ne soient pas vraies. Alors, en 2004, c'est en 2004 que les RCD créent Minembwe. Et ça a même créé des situations au niveau du gouvernement central. Ces territoires-là, ce n'est pas pour rien que Roubert est sorti du gouvernement. Vous vous rappelez pourquoi Roubert est sorti du gouvernement? Vous vous rappelez encore? C'est parce qu'il était alors ministre de la décentralisation. Il a voulu créer la commune de Minembwe. Parce que dans l'administration congolaise actuelle, passer d'un territoire à une commune équivaut à obtenir certaines... voilà, administrativement, mais ce n'est pas ça la question. C'est juste pour vous montrer que si on a récupéré Minembwe et jusqu'à les considérer aujourd'hui comme un territoire, ce n'est pas du fait du gouvernement congolais. C'est en 2004. Je suis précis sur la date parce que c'est les RCD Goma, alors lorsqu'il prend à l'époque le Nord Kivu, qui érige ces territoires-là de Minembwe et de Bunyakiri. C'est assez documenté. Alors, revenons à notre sujet. Alors, vous parlez, vous dites que Corneille Nangaa, et en fait, la démarche de la SENCO, vous n'y souscrivez pas, et que vous... Mais je me dis quand même, aujourd'hui, la SENCO, comme vous l'avez même rappelé, va à Goma après avoir été reçu par le chef de l'État. Et finalement, c'est le ministre Mouyaya qui passe et dit, ils n'ont pas reçu les évêques. Et les pasteurs de l'église de l'Église au Congo n'ont pas pu recevoir le mandat du président pour effectuer ces histoires. Et si nous étions dans une situation purement communicationnelle, où on veut tout simplement garder la face, comme disait Goffman, pour ne pas sortir ridicule, parce qu'à un moment, la position gouvernementale était du fait qu'on ne négocie pas avec la rébellion, et qu'aujourd'hui, si jamais, comme la clameur publique, l'opinion publique qui ne voudrait pas de cette hypothèse, et qu'on veut tout simplement se donner, passer par autre chose justement pour éviter la foudre sur l'opinion publique. Il y a trois choses à retenir dans ça. La première des choses, c'est qu'en tant que citoyen, il nous arrive, à moi comme à d'autres, de ne pas être d'accord avec une option levée par les chefs de l'État. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime de ne pas être d'accord avec les chefs de l'État sur un point. Ça, c'est sur le plan démocratique. Un deuxième point à relever, c'est le fait que le chef de l'État, en tant que chef de l'État, ne peut pas interdire aux hommes d'église, dans un cadre pastoral, d'exercer ce qui est leur mission. Les problèmes, ils ont été clairs avec les chefs de l'État sur les contenus du discours qu'ils allaient tenir de l'autre côté. Est-ce qu'ils ont obtenu un mandat officiellement, si on doit croire la communication gouvernementale tenue par Patrick Mouyaya Katembwe? Et c'est non. Et le troisième volet, c'est clairement sur les objectifs. Voir Nangaa n'est pas un problème. Moi, vous ou les autres, chacun d'entre nous peut avoir les soucis, l'idée ou l'amitié ou qu'est-ce que nous voulons encore de rencontrer Corneille Nangaa. Le problème, c'est que vous les rencontrez pourquoi? Pour quel objectif? Si on doit rencontrer Nangaa pour écouter ce que Nangaa a à dire, dans le souci d'obtenir un dialogue, où on doit avoir Corneille Nangaa comme ministre ou chef d'une institution ici en RDC, ou encore avoir les militaires rwandais qui ont massacré nos frères à Goma devenir des officiers dans notre armée, la réponse est non. Il faut qu'on soit clair sur ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous allons, en tant que République, aujourd'hui offrir aux gens qui sont avec Corneille Nangaa dans l'alliance RDF M23 que nous n'avions pas donné à ces gens-là depuis que cette histoire existe? Donc, vous pensez que la démarche de la SENCO n'est pas de nature plutôt à faire désengorger la crise, et nous risquons de nous retrouver dans la situation de 2013, 2009, et pour ne pas dire 98, donc dans une situation de routine où il y a toujours des accords qui sont conclus, et au finish, il n'y a pas d'évolution, et on va retourner à la case de départ. Il n'y a aucun accord qui peut être signé par n'importe quel acteur de la République, président de la République soit-il, qui puisse engager le peuple congolais, si ces accords-là vont permettre à ce que nos terres soient octroyées à un pays étranger. Il faut que ça soit clair. Mais
Vous avez toujours la parole. Je vais redonner la parole à Henri Mutombo, mais je veux tout simplement que vous soyez un peu plus précis. Corneille Nangaa, dans son discours, mais comment je veux dire, Abbé Chollet, dans son discours, Monseigneur Chollet l'a dit que, en tout cas, il a obtenu, la délégation a obtenu les assurances de Corneille Nangaa et son groupe, que leur objectif n'est pas la balkanisation du pays, n'est pas tout ce qu'on accuse aujourd'hui. Et Corneille Nangaa, lors d'une interview jusqu'à Jeune Afrique, le matin, je peux lire, il déclare effectivement que leur objectif, c'est justement d'améliorer la gouvernance et de restaurer l'État dans le pays qui n'est ni la balkanisation du pays, ni autre chose. Monsieur Ouawa, ne nous prenez pas pour des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Corneille Nangaa va nous parler de gouvernance. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de nous donner des éléments factuels que nous pouvons vérifier de la gestion qu'il a fait des territoires qu'il a déjà administrés? Combien y a-t-il de recettes? Quels sont le nombre de kilomètres de routes qu'il a construits? Combien d'enfants il envoie à l'école? Quels sont les salaires qu'il octroie aux différentes populations dans des territoires qu'il occupe? Qui lui a donné ces mandats? Corneille Nangaa, nous les connaissons. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe d'un arbre. Combien de militaires a-t-il formé? Pendant combien de temps? Qu'ils disent qu'il n'est pas pour la balkanisation, moi je les crois. Je les crois sur parole. Justement parce qu'il ne connaît même pas les projets sur lesquels il est utilisé comme étant un porte-parole. Non, ce n'est qu'une posture. Est-ce que c'est votre point de vue également que la démarche de la SENCO, vous avez déjà donné votre position, que vous ne souscrivez pas, mais comment ça sort politiquement de la crise sécuritaire et humanitaire que nous avons à l'est du pays? Monsieur Ouawa, vous savez, nous devons faire extrêmement attention. Corneille Nangaa, il faut le dire, je vous ai entendu ici dire que c'est lui qui administre maintenant une partie du Nord Kivu. Vous n'avez qu'à regarder, pour joindre votre approbation à ce que je vais dire ici, Corneille Nangaa n'est qu'un pantin. Il n'est même pas au cœur décisionnel de la cause qu'il porte. Lui, il est de la RDC. Goma est partiellement conquise, mais c'est des Rwandais qu'on nomme à la tête de la ville de Goma. Willy Manzi et l'autre. Et il donne même une interview en Kinyarwanda. Ce sont des Tutsis, ce sont des Tutsis. Mais ce ne sont pas des Congolais. Papa, s'il vous plaît. Il y a des Tutsis au Congo. Non, ça ne peut pas passer je vais aller. Parce que il y a des Tutsis qui sont au Congo, il y a des Tutsis qui sont au Rwanda. J'arrive. Ce Willy Manzi, allez sur le site de l'ambassade du Canada, renseignez-vous. Ceux qui le connaissent au Canada savent que c'est un Rwandais, il a un passeport rwandais au Canada, Willy Manzi. Donc, ce que je dis, je ne suis pas en train de parler de manière justement à charger, mais c'est la vérité. Donc, on nomme... Et pour vous compléter, hein, il habite à Gatineau, qui est situé à côté à 20 minutes d'Ottawa. Donc, ce n'est pas... on ne parle pas des choses... C'est une information. Voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît. On connaît, c'est un Rwandais. Il est rentré au Canada comme étant un Rwandais. Il a toujours vécu au Canada comme un Rwandais. Il a toujours vécu au Canada comme un Rwandais. C'est celui-là qu'on propulse à la tête de la ville de Goma. Donc c'est pour vous montrer que Corneille Nangaa ne maîtrise pas, il n'est pas dans le centre comment dire, de réflexion, il n'est pas dans le centre de propulsion de cette affaire. Ça c'est de 1. Ici, il faut dire aux Congolais, il faut répéter parce qu'on dit la répétition est la mère de la science. Cette guerre que les prélats catholiques veulent finir, ça n'est pas une difficulté congolo-congolaise. C'est une question de la sous-région. Et ça remonte de 30 années. C'est depuis 30 ans que cette affaire existe. Nous savons que le Rwanda, qui est la tête de pont de l'Occident, porte un projet de balkanisation de la RDC. Vous comprenez? Est-ce qu'un bandit peut entrer dans votre maison et qu'il vous dise que je ne suis pas entré pour tuer, pour piller? Il ne vous dira pas ça. Donc, croire que Nangaa et ses complices, ses collègues tueurs, et dit qu'ils ne sont pas là pour balkaniser la RDC, mon Dieu, il faut que je sois un embryon dans le ventre de ma mère pour croire à une telle déclaration. Donc,
Nous savons ici que cette guerre, c'est une guerre économique. C'est une guerre dont le leitmotiv... On va y s'il vous revenir. plaît, On va y s'il vous plaît. revenir parce qu'il y a Vous un m'avez volet posé la économique. question. Non, mais restez dans l'aspect, je parle de l'aspect politique de la Mais guerre. oui. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers la fin ou soit vers un blocage? Parce que Sur l'aspect je vais politique, repréciser ma question. Parce je l'ai que- bien saisi, hein, votre Allez-y, question. allez-y. Ici, il est question de la défense, coûte que coûte, de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous savons ce qu'il faut faire. Ça n'est pas aller négocier avec Nanga qui a tué, qui a les mains. On parle de 3000 à Goma. Mais il faut retenir que depuis 2022, jusqu'à ce jour, depuis Bunagana jusqu'à Goma, il y a des morts. Donc il faut aller au-delà de 10 000 morts, ou voire 20 000, qui sont dans l'âme, sur l'âme de Nanga. Ce qu'il faut faire, il faut une stratégie correcte qui réponde à la grandeur et à la dimension de la victoire que doit avoir la RDC face à ses agresseurs. Nous devons identifier les partenaires, parce que ceux que nous avons... Là, on va revenir, M. Mutombo. Mais comment on va revenir? On va y revenir. J'étais en train de dire que nous sommes Géopolis Télévision. C'est dans le cadre de l'émission Chez mes critiques. On parle de la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo. On a parlé des options politiques qu'il fallait envisager. On passe justement à la deuxième partie, je veux dire le deuxième volet de la résolution de cette crise. Il s'agit du volet diplomatique. La RDC a été présente un peu partout, vous avez vu dans les sommets de la SADC, le sommet de l'EAC, un peu partout aux Nations Unies, pour justement plaider sa cause, pour exiger entre autres le retrait de Rwandais sur les sols congolais également, pour finalement bouter hors d'état de nuire, mettre hors d'état de nuire la rébellion du M23 et tous les groupes armés qui sont à l'est du pays dont on accuse le Rwanda d'être le parrain. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, comme l'option politique, on a déjà compris votre idée, c'est pas par méchanceté que je vous arrache la parole, mais on a compris votre idée que la démarche de la SENCO n'est pas de nature à pouvoir faire parvenir à l'issue de la situation. Est-ce que vous pensez les volets diplomatiques dont vous avez voulu aborder est à même de nous amener à la solution? Nous devons effectivement conduire notre train de bataille dans les deux volets. D'abord, le volet, si vous voulez, l'option militaire, et aussi l'option, le volet diplomatique. Parce que ça va de pair. On a vu dans toutes les guerres du monde, même vers le 15e siècle ou 16e siècle, où aujourd'hui, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou encore l'Israël contre le territoire palestinien, il y a toujours le volet diplomatique qui est pris en ligne de compte. Donc, avant de passer, de répondre à cette question, je voudrais quand même aborder et de poser une question. Est-ce que les prêtres du Rwanda, leur Senko aussi, si je peux le dire comme ça, ont déjà rencontré les FDLR? Non. C'est pour vous dire que nous, Congolais, nous devons... J'ai aimé avant les débuts de l'émission la réflexion de mon frère qui avait dit que... Voilà, qui avait dit que les Congolais pensent que nous sommes dans un jeu. Et c'est très profond. Donc, ces compatriotes qui servent à l'église pensent que nous sommes dans un jeu, alors que c'est une question cruciale dans laquelle notre survie à nous en tant que peuple est en train de nous échapper. Alors, la diplomatie, nous avons vu que à Genève, dans le Conseil des droits de l'homme, nous avons obtenu gain de cause. Mais ça ne reste juste là que du verbiage, si vous voulez bien, des déclarations. Mais il faut passer dans les actes. Tout à l'heure, quand je venais, j'ai vu qu'à l'Union européenne aussi, il y a des députés nationaux qui mettent la pression à l'Union européenne pour qu'ils puissent renoncer au mémorandum d'entente signé le 19 février 2023 entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minerais critiques. Donc il y a une pression pour que ce partenariat soit rompu. Et sur 480 députés, j'ai entendu qu'il y a plus de 440 députés qui ont voté pour que effectivement ces MOU soient résiliés. C'est une très bonne chose. Mais au-delà de cela, chers frères, messieurs le journaliste, il faut que notre pays prenne le courage, l'audace
d'identifier, j'ai toujours dit ça, d'identifier les partenaires. Parce que entre les États, il n'y a que les intérêts qui comptent. Donc d'identifier les partenaires avec lesquels nous pouvons avoir des véritables amitiés pour pouvoir sauver notre pays, pour pouvoir protéger notre intégrité territoriale. Parce que les amitiés que nous avons eues depuis 60 et même avant jusqu'à ce jour, ce sont des amitiés, je veux dire, de trahison, ce sont des amitiés d'hypocrisie, où on privilégie un pays voisin qui n'a pas grand-chose au détriment de la RDC, qui peut tout donner à ces nations, mais on ferme les yeux sur nos morts, plus de 10 millions de morts. On préfère rentrer par la fenêtre, piller, tuer, au lieu de venir par la grande porte, avoir des partenariats sérieux, des partenariats gagnant-gagnant, où eux ils gagnent et nous également nous gagnons. Parce que le chef de l'État, quand il arrive au pouvoir, souvenez-vous, il avait fait le tour de la sous-région, il est même allé en Occident pour rencontrer ses puissances, pour leur dire venez faire des affaires avec la RDC de manière légale. Mais puisque ils sont habitués, rappelez-vous de toutes les 2 guerres mondiales passées en Occident. Donc l'Occident est constitué d'un peuple barbare, d'un peuple, je veux dire, brutal. Toutes ces 2 guerres, ils se sont entretués et c'est comme ça que, vous voyez, ils soutiennent Kagame parce que Kagame, c'est quelqu'un qui a été formé par eux dans le mensonge, dans le crime, dans le cynisme, dans le diabolisme. Et c'est pour cette raison que nous disons ici, il faut que notre défense soit à la hauteur de ce qui est en face. Bon, Guterres, je vais chuter. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, avait dit que le Rwanda a des matériels de défense comme un État normal. Donc, ça veut dire que vous parlez de la rébellion. Non, pardon, effectivement, le M23, veuillez m'excuser. Le M23 se comporte comme un État normal. Donc, ça veut dire que nous devons nous faire de sorte que nous puissions avoir connaissance du type de matériel que possède le M23, donc disons le Rwanda, parce qu'aujourd'hui, nous ne combattons pas les M23, c'est une coquille vide, mais c'est l'armée rwandaise qui est sur notre territoire, c'est l'armée rwandaise qui nous fait la guerre. Donc, nous devons savoir quel type de matériel ces gens possèdent, de telle enseigne que nous puissions identifier les partenaires capables de nous fournir de matériel, si pas égal à ce qu'eux possèdent, mais beaucoup plus performant, de sorte que nous puissions gagner cette guerre, au besoin annexer le Rwanda à la RDC. Mais alors, Monsieur Fitour, vous avez suivi ce que Monsieur Mutombo est en train d'avancer. Pour lui, il faut une diplomatie agissante, et justement en identifiant les partenaires crédibles à la RDC pour pouvoir mener cette guerre. Vous avez suivi, un passionné de l'actualité, que vous avez suivi les sommets de la SADC, vous avez suivi le sommet de l'EAC, et finalement les 2 organisations sous-régionales se sont parlé à Tanzanie il n'y a pas longtemps. Et finalement, la principale recommandation qu'on pouvait retenir lors de ces sommets, c'est plutôt l'exhortation de pouvoir, pour Kinshasa et d'autres acteurs impliqués dans ce conflit, de pouvoir finalement engager des discussions avec toutes les parties. On parle de dialogue inclusif. Quand on dit inclusif, c'est-à-dire un dialogue qui n'exclurait pas les M23. On a suivi aussi les sommets de Malabo, je crois, de la Guinée équatoriale, où le président équato-guinéen a aussi invité le parti prenante à pouvoir se parler. Donc on voit aussi au niveau de la sous-région qu'il y a un petit problème. Donc on rentre aux accords au processus de Luanda et de Nairobi. Alors c'est un processus qui était censé être déjà dépassé au vu de l'évolution de la situation sur le terrain. Est-ce que la RDC n'est-elle pas quelque part un tout petit peu isolée parce qu'on lui exige de pouvoir faire ce qu'il ne voudrait pas faire? Il y a 2 choses à mettre en exergue sur cette question. Déjà, la diplomatie, c'est la continuité soit d'une politique nationale ou encore d'une puissance économique. Vous ne pouvez pas aller discuter, négocier sur le plan diplomatique lorsque vous n'avez rien à mettre sur la table. Les Rwandais savaient exactement que ce moment-là fatidique allait arriver. Donc, prendre Goma, c'était se mettre en position de force pour pouvoir nous imposer les termes de la discussion. Voilà, la prise de Goma a concouru justement à cette réalité-là pour que le Congo puisse accepter de discuter avec Corneille Nangaa, parce qu'il faut dire les choses clairement. Il a fallu que le Rwanda montre à la face du monde qu'il est en capacité de nous prendre la 3e ville du pays.
Et sur le plan diplomatique, nous avons réagi comme tout État en faisant appel au droit international, à certaines amitiés et aussi aux alliances que nous avons au niveau de la sous-région. Mais les résultats étaient attendus. Pour ceux qui suivent les dossiers congolais, on savait qu'il y a des nations qui ne sont pas en capacité de se mettre en avant. L'Angola, par exemple, qui aurait pu nous soutenir à 1000%, est médiateur. Vous comprenez? Dans le simple fait que l'Angola il ne peut pas prendre parti. Voilà, il ne peut pas. Nous perdons des alliés dans la discussion. Mais le Rwanda a voulu, dans les recommandations, obtenir le retrait des troupes. Normalement, on a dit cessation des hostilités. Le simple fait que le terroriste du RDF M23 attaque Calais, pour nous, c'est une rupture de la décision qui a été prise au niveau du sommet EAC. Là, il a été clairement dit de la cessation immédiate. Voilà, donc le simple fait que les terroristes du RDF M23 ont attaqué Calais prouve à suffisance que ce ne sont pas des gens qui ont le sens de la parole donnée. Déjà, accorder du crédit à la parole du Rwanda de manière générale, ou encore des terroristes qui viennent dans une ville qui ne leur a jamais rien demandé, qui tuent les enfants, qui violent des femmes, qui extorquent des voitures, qui exfiltrent des biens qu'ils ont pu trouver dans la ville. Et ce sont ces gens-là qui vous disent que nous n'allons pas attaquer. Il faut être un homme pour ne pas tomber dans ce genre d'aventure. De l'autre côté, c'est le fait que la nation congolaise, et c'est un peu triste de le dire, se comporte comme une nation qui est extérieure au problème qui lui est posé. En fait, ce qui se passe ici, ce n'est pas un problème qui se passerait en Éthiopie, et nous, en tant qu'analystes, on nous en parlerait pour donner notre avis. On parle de nos parents. Ceux qui sont tués, ce sont nos familles. Ce sont nos femmes qui sont violées. On ne devrait pas avoir l'attitude que nous avons. Le Rwanda n'a que 13 millions d'habitants. Nous sommes à peu près à 100 millions d'habitants. 110 millions. L'armée rwandaise, et les chiffres officiels, après ça peut bouger, c'est à peu près 33 000 hommes. 33 000. Nous sommes à peu près à 100 000 hommes de troupes. 160. Voilà. Donc, comment expliquer une nation qui est petite sur les dimensions géographiques? On va en parler, c'est le volet militaire de voilà. Moi, je dis, sur le plan diplomatique, est-ce qu'on peut dire que la RDC a finalement perdu cette guerre? Non, on n'a pas perdu. Dire cela, ce serait méconnaître les efforts des équipes qui travaillent. Il y a beaucoup de gens de qualité et de bonne foi qui essayent de travailler pour que la RDC puisse rehausser sa voix. Et on obtient quand même certains résultats, même si ce n'est pas encore à la hauteur de ce que la population, de manière générale, aurait comment expliquez-vous que les mêmes questions, les mêmes revendications, les mêmes problématiques posées par la RDC se retrouvent sur les déclarations finales de chaque sommet? C'est-à-dire qu'à un moment, la voix de la RDC n'est pas très audible. Non, c'est parce que dès le départ, la nation, ça ce n'est pas la diplomatie, mais la nation congolaise n'a pas su donner des réponses claires aux problématiques que moi je trouve fallacieuses, qui ont été posées par les Rwandais. Parce que sur la question identitaire, la crise que nous connaissons, c'est une crise identitaire. Cette guerre a commencé, rappelez-vous, en octobre 1996, on nous a vendu médiatiquement, les images en parlent, hein, comme les Banyamulenge, une partie de la population congolaise à qui on aurait refusé la nationalité zaïroise à l'époque, qui aurait pris les armes pour revendiquer la nationalité. C'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Quelle est la réponse officielle donnée par la nation congolaise à cette problématique? C'est justement parce qu'on n'a pas su, en tant que nation, donner une réponse claire que cette revendication qui était d'abord des Banyamulenge, qui par hasard, les mêmes personnalités, les mêmes personnages qui ont eu à parler médiatiquement se sont transformés des Banyamulenge en Tutsi congolais, que nous avions combattu à l'époque pour dire que la nationalité congolaise était exclusive et n'avait pas besoin de préfixes ni de suffixes. Quand tu es congolais, point barre. Tu n'as pas besoin d'avoir un préfixe dans ta nationalité ni un suffixe pour cela. Donc, sentant que cette histoire de Tutsi congolais n'allait pas marcher, ils ont commencé à nous parler des Banyarwanda en RDC. Aujourd'hui, ce n'est plus de cette question-là qu'ils parlent. Ils parlent des rwandophones. Ce qui est une aberration. La phonie, par définition, c'est la transmission des messages parlés. Lorsque vous dites que vous êtes des rwandophones, il doit y avoir,
existait une langue qui s'appelle le Rwanda. Or, une langue qui s'appelle le Rwanda n'existait pas. Le Kinyarwanda. Non, le Kinyarwanda n'est pas le Rwanda. Déjà, ce qu'on appelle Kinyarwanda, en réalité, c'est le Kihutu. Il y a beaucoup de choses que nous devons donc, pouvoir... c'est la RDC qui n'a pas su jusque-là. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Bon, il y a au niveau, et c'est très important à clarifier, au niveau de la classe politique congolaise, il y a beaucoup de négligence. Il y a eu beaucoup de négligence. Et les réponses qui ont été apportées n'ont pas été des questions, des réponses historiques, scientifiques, pour démonter de manière systématique tous ces mensonges. Alors, les étrangers qui ne sont pas forcément congolais, quand ils entendent parler de cette question, ils se disent, si les gens qui sont en face de nous se disent être congolais, alors c'est un problème entre Congolais. Alors il faut les traiter au niveau interne. Et c'est cela la grande mystification de Kagame, qui prend un problème rwandais et qui en fait un problème congolais pour que ça soit traité au niveau de la RDC. Voilà, on va y revenir. Je vais qu'on parle de la situation militaire de la RDC et celle du Rwanda. La RDC, on l'a dit tout à l'heure là, que la RDC, c'est 166 000 militaires à peu près, avec un budget approchant les 800 millions de dollars. Sur papier, la RDC, c'est la 8e puissance militaire en Afrique. Le Rwanda a à peine 76 millions de dollars américains et autour de 33 000 militaires. Donc sur papier, la RDC gagnait une guerre contre le Rwanda. Et pourquoi ça piétine aujourd'hui? Ça ne marche pas. Mais la réponse est simple. Les talons d'Achille du Rwanda, c'est son économie. Et ça, c'est une question que je n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à comprendre pourquoi la nation congolaise ne cerne pas cet enjeu-là. Le Rwanda ne vit que par perfusion des aides internationales. C'est un pays qui a pratiquement 60% de son budget qui dépend des aides. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont très dépendants des pays comme le Royaume-Uni, qui est un des contributeurs majeurs du gouvernement rwandais, grâce à Tony Blair d'ailleurs, ou encore des États-Unis d'Amérique. Donc, si nous voulons gagner contre les Rwandais, d'abord, il faut qu'on arrive à sanctionner chez nous. C'est la chose que nous ne faisons pas. Les détournements qu'il y a dans notre pays affaiblit l'image de notre pays par rapport à la problématique de la guerre. À sanctionner les officiers véreux que nous connaissons qui détournent les soldes des militaires, qui vendent des tenues militaires ou des armes aux terroristes qui viennent... En tout cas, il y a une inspection générale de l'armée au sein des FARDC qui contrôle toutes ces questions et ceux qui sont... Je ne suis pas dans les politiquement corrects. Moi, je suis dans les faits. Et je parle en tant que journaliste. Et le en fait, tant que journaliste, aussi reconnaître qu'il y a une inspection. Je n'ai pas dit le contraire. Qui a comme mission de contrôler tout ce qui a Je n'ai pas dit le contraire et je ne cherche pas à avoir un mano à mano avec certains services. On connaît comment notre pays fonctionne. Moi, je suis sur les faits. Et les faits, c'est par rapport aux résultats. Si vous estimez, M. Owawa, que la situation militaire en RDC, la gestion de notre armée, et la situation sociale des militaires et encore tout ce qui a trait à la formation est génial, alors on ne va plus parler. En tout cas, mon rôle ici, ce n'est pas de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est administrer le débat et faire la police du débat. Voilà, ma réponse a été assez claire pour ceux qui suivent. Ils vont comprendre ce que j'ai dit. Je me dis, si je suis en train de dire qu'on doit sanctionner, ça veut dire que le résultat n'est pas à la hauteur des investissements et aussi de la volonté manifestée par les chefs de l'État. La volonté que les chefs manifestent pour entretenir l'armée et mettre fin aux tueries de nos populations ne sont pas clairement suivis sur le terrain. Donc voilà, il y a un problème. On va malheureusement terminer l'émission. Monsieur Mutombo, je suis en train de dire que sur papier, la RDC gagnait une guerre contre le Rwanda. Est-ce que vous êtes d'avis comme lui qu'il faut quand même assainir le système, notre système de défense en termes de la bonne gouvernance militaire? Il faut remonter vers les années 97, juste après la chute de Mobutu, et même bien avant. Il y avait déjà des problèmes au sein de notre armée. Alors, quand Kabila arrive, dans la mission lui confiée, donc je parle beaucoup plus du prétendu fils, la mission lui confiée,
était beaucoup plus celle du démantèlement, de la désintégration de notre pays. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait anéantir l'armée congolaise. Donc, on a passé beaucoup d'années sans que cette armée soit recyclée, sans qu'il y ait des formations véritables pour pouvoir effectivement protéger la nation congolaise. Parce que l'armée n'attend pas que le pays soit attaqué. L'armée se met déjà en avance dans la formation, dans le recrutement, dans sa montée en puissance pour pouvoir prévenir un danger. La définition du ministère de la Défense, c'est-à-dire là pour prévenir le danger. Mais malheureusement, on était dans l'attentisme pendant des années, pendant plus de 2 décennies. L'élite militaire n'avait pas été formée. Vous êtes d'avis comme lui qu'il faut améliorer la gouvernance dans les secteurs. Et tout à fait. Et maintenant, ce qu'il faut faire, le chef de l'État l'a déjà commencé. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, on voit des camps militaires, on voit le renforcement de capacités, on voit même dans l'équipement des avions de guerre que nous sommes en train d'acheter. C'est une très bonne chose. Mais effectivement, moi je joins mon approbation à ce que vient de dire mon frère, c'est qu'il faut que des brebis galeuses soient extirpées de notre armée. On ne peut pas faire de l'amalgame. On ne peut pas être dans la plaisanterie. On ne peut pas non plus être dans la complaisance. Pour dire, il est du nord, il est du sud, si on sanctionne, sa communauté va se lever. C'est une affaire d'État. C'est une affaire de vie ou de mort. Celui qui se me conduit, en tout cas, il y a la peine de mort dont le moratoire a été levé. Il faut sanctionner sévèrement pour donner l'exemple aux autres. Mais il faut du patriotisme. Tout à l'heure, avant le début de cette émission, on parlait du patriotisme. Il ne faut pas que nous soyons des patriotes des circonstances. Il faut que les Congolais, nous parlons de l'armée notamment, il faut que ceux qui acceptent de travailler sous le drapeau soient véritablement des patriotes qui connaissent l'histoire, l'importance de cette nation pour pouvoir la protéger. Je vais finir. On n'a plus malheureusement le temps de vous laisser. Je veux placer un mot. Ouais. Je veux placer un mot pour dire, dans l'armée, on n'est pas Luba, on n'est pas Moussoïli, on n'est pas Mukongo, on n'est pas Mungala. On est militaire de la RDC pour la défense de la patrie. Donc, nous recommandons le patriotisme, le bon sens et le sérieux. Et nous disons que notre gouvernement mette des moyens suffisants pour que notre armée puisse être efficace, soit véritablement une armée dissuasive. Donc je réitère, je récidive en disant, cherchons les véritables partenaires. Nous avons les matières premières ici dans notre pays qui peuvent permettre, s'il vous plaît, monsieur Owawa, c'est très important. Nous avons des minerais ici, des matières premières qui peuvent permettre que nous puissions avoir des armes de dissuasion, des armes lourdes qui vont nous permettre de protéger notre territoire d'1 345 410 km², parce que 30 ans c'est tôt, on ne peut pas continuer à dire les mêmes choses, à pleurnicher, alors que nous avons la possibilité de neutraliser les ennemis de la République et sauvegarder l'intégrité de notre pays. Message passé, je voulais tout simplement corriger quelque chose. Ici, on a parlé du prétendu fils, mais je dis que jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été établi que celui qu'on appelle Kabila est le fils justement de son père. Alors, on parle de l'économie, on parle de l'économie en un mot, vraiment une petite réponse de votre part. Vous êtes fiscaliste, vous êtes chercheur en fiscalité, écrivain, économiste et géostratège également. Est-ce que les conséquences économiques de cette guerre, est-ce qu'on peut dire que ce que nous ressentons dans la ville de Kinshasa, il y a de retard dans le paiement de salaire des agents, mais vous avez vu, il y a beaucoup de projets qui sont suspendus. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, on constate, on palpe du doigt justement les conséquences économiques? Mais monsieur Owawa, chaque fois que la RDC veut décoller, on lui impose une guerre. Ce n'est pas la première fois. Donc, la guerre qu'on nous fait, c'est une guerre pour dézinguer effectivement l'économie de la RDC. Parce qu'on sait que si cette nation se relève, ça sera toute l'Afrique qui sera relevée. Et c'est pour cette raison, bien entendu, qu'on nous fait la guerre. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que cette guerre affaiblit notre économie. Nous sommes une nation qui a 26 provinces, et donc s'il y a une province comme celle du Nord Kivu, où il y a des minéraux, où il y a l'agro-pastoral, la fois dernière quand vous m'avez reçu, j'avais parlé de l'importance que représente le Nord Kivu en termes de l'agro-pastoral, mais aujourd'hui on ne sait pas faire, les gens ne savent pas aller dans le champ, l'aéroport de Goma est entre les mains des terroristes, donc toutes les activités économiques, les télécoms, les banques ne savent pas
travailler pour effectivement que la fiscalité, la parafiscalité soit imposée sur les hommes d'affaires. Donc c'est un moyen. Les conséquences sont palpables. Est-ce que les conséquences sont véritablement palpables. Vous êtes de point de vue, le moins point de vue que la guerre, ces conséquences économiques qui sont ressenties aujourd'hui au sein de la population, rappelant que la RDC est parmi les pays les plus pauvres en termes de revenus de la population. Moi, c'est un étonnement, au fait, à mon niveau, que les gens s'en rendent compte aujourd'hui. Dès le moment où on a perdu Bunagana, dès le moment où ces terroristes sont allés prendre, par exemple, la mine d'or de Roubaya et tout ça pour extraire le coltan, pour ne citer que ça, on a eu... et si vous voyez les territoires qui sont à chaque fois visés, ce sont des territoires où on trouve des zones minières. C'est clair que c'est une guerre d'abord économique. Et je vous l'ai dit ici, entre les lignes, le talon d'Achille du Rwanda, c'est son économie. Il a besoin économiquement de piller chez nous pour éventuellement, si jamais il y a des ruptures des aides, parce qu'il vit par perfusion des aides internationales, qu'ils soient en mesure de pouvoir équilibrer chez eux. C'est nous qui... Vous avez la parole, mais il y a dans son rapport, je crois, les derniers rapports de l'FMI, on parle justement de ces conséquences économiques sur la guerre de la RDC, de la guerre à RDC, sur l'économie du Rwanda, parce qu'à force de beaucoup soutenir à beaucoup des millions de dollars que le Rwanda a été injectés sur les M23, ça peut avoir des conséquences économiques sur le Rwanda. Voilà pourquoi le Rwanda a besoin d'exploiter des minerais. C'est le seul moyen pour lui de pouvoir arrêter l'hémorragie d'un côté et continuer à bénéficier des aides. Et c'est là où il vend de manière très macabre les génocides des Rwandais. Je dis bien les génocides des Rwandais et non les génocides des Tutsis. Parce qu'en 1994, il n'y a pas eu que des Tutsis qui ont été tués. Alors, cette guerre sémantique qui nous a imposé Kagame depuis un certain temps, où un génocide des Rwandais, où il y a eu des Tutsis d'Intoa et des Tutsis évidemment tués, et lui n'en parle que comme si les autres étaient des extraterrestres ou qui ne devraient pas compter. De la même manière, sur le plan économique, voilà, il essaye de faire pareil. Et nous, en tant que nation, nous ne devrions pas attendre que Goma tombe pour expliquer à la population congolaise que la guerre... On termine, M. Fitou, cet entretien, cette émission Chemin Critique qui va se terminer. Mais je vais en un mot... Vous êtes expert en communication, je l'ai dit, vous travaillez dans l'équipe de la communication gouvernementale, dans l'équipe de crise. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la manière dont le gouvernement, ou soit la RDC dans son ensemble, est en train de se présenter, de se projeter sur un plan international, est de nature à pouvoir contrer justement l'offensive communicationnelle de la part du Rwandais et de ses alliés? Non, déjà il faut rectifier, je ne travaille pas pour la communication gouvernementale, je suis expert en communication. En fait, vous êtes mis en contribution, vous êtes mis en contribution comme tout Congolais, lorsqu'il y a des dossiers par exemple sur la guerre numérique qui nous est menée et que dans nos recherches on trouve des éléments qui peuvent permettre à notre pays de s'en sortir. De capitaliser. On les met au service du message pays. Est compris. Est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est que la RDC est en train de faire est de nature à rivaliser ce que les adversaires sont en train de faire parce que vous avez parlé plusieurs fois de comment on n'arrive pas à faire passer nos idées à l'extérieur, ce qui complique un peu aussi la diplomatie. Le problème, c'est que le gouvernement actuel est géré par des Congolais et parmi ces Congolais, nous avons des frères, des cousins, comme on en arrive dans tous les États, on arrive à passer certains messages. Mais après, ce sont les décisions du gouvernement, c'est le gouvernement qui prend ces décisions et qui les assume. Mais il y a eu quand même un rééquilibrage, ça vous pouvez le constater. Il y a 10 ans passés, sur la scène internationale, on n'avait que la version rwandaise de la guerre en RDC, où Kagame a vendu à tout le monde le fait que nous étions une nation xénophobe, raciste, qui était à la poursuite de tout ce qui avait un quelconque lien avec l'ethnie Tutsi, ce qui n'est pas vrai. Donc, la version congolaise passe maintenant dans le Voilà, aujourd'hui, on explique... plus ou moins satisfait? Non, pas satisfait. Être satisfait veut dire qu'on a arrêté la guerre. On n'est pas satisfait, mais on a rééquilibré les choses.
Voilà, quel est votre point de vue sur le plan de l'offensive communicationnelle du gouvernement, soit de la RDC dans son ensemble, face à l'armée numérique médiatique de manière générale? En tout cas, en un mot, parce que l'émission on a largement dépassé le temps qui nous est imparti. Il faut reconnaître que sur le plan gouvernemental, la communication est assez relevée. Avec le ministre de la Communication, Mouyaya, il faut lui reconnaître cette fière chandelle. Il fait un bon travail. Mais maintenant, il va falloir qu'il y ait vraiment des équipes au niveau de Kinshasa, dans les provinces. On a 26 provinces, parce que cette guerre qui nous est imposée au nord et au sud Kivu et en Ituri, ne peut pas seulement rester dans ces limites frontalières. Il faut que ça aille effectivement dans d'autres provinces, qu'on recrute dans toutes les provinces pour faire ce travail. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. J'ai regardé, j'ai suivi l'interview d'un expert camerounais qui a dit que l'intelligence artificielle aujourd'hui, même au Rwanda, ils ont déjà des gens qui sont formés pour l'exploitation de l'intelligence artificielle, mais au Congo, il n'y en a pas. Donc, il y en a. On a même une association de la promotion du numérique. Oui, mais ça n'a pas encore commencé à produire les effets. Donc, je parle de résultats qui peuvent être utiles pour la défense de la République en termes de la communication. Donc, je suis dans ce sens-là. Donc, il va falloir effectivement que l'on mette des cellules de communication défensive pour pouvoir contrer effectivement l'affluence médiatique de l'ennemi. Dans la droite ligne de ce qu'il disait, moi je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'il y a un travail qui est fait par le ministre Patrick Mouyaya-Katembwe, à qui on doit rendre hommage. Ce n'est pas facile. Dans ces pays, la communication de guerre n'a jamais existé. Il est le premier à arriver et à le mettre en place. Comme toute nouveauté, ça ne roule pas sur... Il y a eu quand même des choses et tout, mais le simple fait d'avoir intériorisé cet aspect des choses, de les mettre en place et avec les briefings, de pouvoir être rédévable par rapport à la population sur toutes les actions, a permis quand même de tuer une grande partie de la manifestation. Je voudrais juste... Non, on a terminé. Oui, juste 2 secondes. Allez-y. Il faut que le gouvernement nous mette dans les bouches ce qu'on appelle les éléments de langage. Ça ne doit pas seulement se limiter au niveau de membres du gouvernement ou de quelques personnes recrutées pour faire ce travail. Donc il faut que les Congolais de manière générale, que ce soit les étudiants, que ce soit les fonctionnaires, ceux qui peuvent parler, ceux qui peuvent écrire, il faut qu'il y ait des éléments de langage qu'on nous mette dans la bouche pour que quand on lit, qu'on sache que ça vient de la RDC, c'est pour combattre l'affluence médiatique de l'ennemi. Merci beaucoup, monsieur Henri Mutombo. Il est écrivain et chercheur en fiscalité, en géostratégie, auteur de Insurrection populaire de janvier 2015 en RDC, les livres publiés en 2016. Il a publié également un autre livre intitulé La RDC face à sa géostratégie, c'est tout récemment en 2023. Et son co-débatteur, il s'agissait de M. Teddy Fitou, qui est polymathe, chercheur et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont Congo et Grégor du Monde, et autres 6 ouvrages, dont de l'éphémère à l'archivage de données de la République passionnelle. Merci beaucoup. Vous avez publié tellement de livres que je ne saurais pas citer. Je ne citerai peut-être que le prétérit politique 2023 et République passionnelle dont j'ai déjà cité, Illusion du pouvoir. Donc on a compris qu'on avait des chevronnés en la matière, tous des chercheurs aux universités. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chez mes critiques se termine aujourd'hui. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine occasion pour débattre de l'actualité en RDC et à travers le monde sur la télévision économique Géopolis. Merci beaucoup. Merci.